D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, doctorante depuis 1 an au CRESEM, j'étudie les rapports qu'entretient l'archéologie avec la société par l'image, dans le but de mieux comprendre et peut-être mieux penser les outils de médiation. Encore aujourd'hui, la jonction du mythe et de la science s'incarne avec évidence dans les dispositifs audiovisuels de médiation de l'archéologie, et ce, malgré une apparente prise de conscience des spectateurs qui semblent vouloir revenir à une authenticité des contenus. Il semblerait que ce soit essentiellement par les médias audiovisuels que la population s'informe du patrimoine, sous-estimer les écarts discursifs entre la science et sa médiation, ainsi que les effets à la réception, reste bien plus décrié que véritablement analysé. L'image comme support de médiation en archéologie a déjà fait l'objet de plusieurs études, notamment en sciences de l'information et de la communication. Voici quelques éléments bibliographiques. Et mon terrain d'étude est celui de l'archéologie sous les eaux. Autrement dit, l'étude des vestiges laissés par l'homme au fond des mers, des océans, sur les littoraux et dans les eaux intérieures. Sa particularité réside dans sa nature inaccessible. Pour la plupart d'entre nous, seuls les plongeurs ont la possibilité de se rendre sur un site. En cas d'opération en eau profonde, on envoie des robots. Les activités archéologiques et les activités visuelles se réfléchissent l'une l'autre plus qu'elles ne s'opposent. Donc je pose les questions, quelles règles poétiques gouvernent la production d'objets audiovisuels en contexte archéologique? Poétique est ici employée en référence à son étymologie grecque, du verbe poién qui signifie fabriquer, construire, faire. Du laboratoire aux médias de masse, à quelle logique d'écriture répond la production de ces objets audiovisuels? Comment la perception de l'audio agit sur le visuel et vice-versa? Donc, avant de revisiter l'histoire du visuel et des mises en récit de l'archéologie et d'interpréter quelques objets audiovisuels, je voudrais juste rappeler la complexité de la notion de médiation. Les chercheurs en sciences de l'information et de la communication s'intéressent aux expériences et aux activités de médiation dont le but est de faciliter l'appropriation des connaissances artistiques, techniques, scientifiques par le plaisir et la mise en place de dispositifs plus ou moins innovants. On parle de médiation humaine quand il s'agit de visites guidées, d'ateliers, de manifestations, de conférences, etc. Et de médiation technologique ou instrumentale quand l'intermédiaire est un objet informatique, vidéo, numérique. Il est important de définir ce qu'est la médiation à travers aussi les notions de vulgarisation et de communication. La vulgarisation vise à réécrire un discours construit sur une terminologie, une imagerie et des codes spécifiques réservés à des initiés pour un public non spécialiste, voire novice. Et la communication désigne la nécessité dans laquelle se trouve l'homme de fabriquer du matériel, en ce qui concerne mon cas des objets audiovisuels, pour interagir et produire du sens. La communication fonctionne comme un échange dans lequel s'ajustent en permanence des acteurs, des sens produits et des mises en forme sur des supports variés. Les archéologues fabriquent une quantité considérable d'images. Cette production s'inscrit dans une tradition graphique dont les origines remontent à la Renaissance. Au XVIIe siècle, les célèbres romains Cassiano del Pozzo et son frère Carlo Antonio rassemblent au sein d'un recueil d'images intitulé Museo Cartaceo plus de 7000 aquarelles, dessins et estampes d'artistes dans le but de classer de façon thématique et systématique les monuments antiques et médiévaux de la ville de Rome. Cette collection constitue une véritable encyclopédie visuelle unique. La seconde moitié du XVIIIe siècle marque un tournant majeur dans la conception du dessin d'objets et de monuments antiques. Le conte de Caelius, dans sa publication, qui est un recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, part du principe que l'image comporte des singularités utiles à l'analyse des objets et des monuments. Le dessin, l'image devient document,
convoqués certes pour illustrer, mais aussi pour décrire, montrer et démontrer. Courant 19e, l'archéologue, donc qui a remplacé l'antiquaire, explore les traces de l'homme et de son existence depuis les origines sur des terres lointaines. Il participe à une définition de plus en plus systématique des pratiques archéologiques, assemblant, au fil de ses excursions, une documentation visuelle qu'il convoque dans le cadre de son argumentation. Dès la fin du XIXe siècle, la photographie devient l'auxiliaire de la discipline. Rapidement, les techniques de prise de vue s'adaptent à celles de l'imprimerie. Les revues spécialisées et la presse quotidienne du début du XXe siècle exhibent des photographies des grands chantiers de Grèce, de la Rome antique ou d'Égypte. En 1922, la découverte de la nécropole de Toutankhamon provoque une vive agitation au sein des médias. Howard Carter, égyptologue britannique et directeur des fouilles, en témoigne dans le New York Times du 4 novembre. Voici un extrait de l'article. Aussitôt jaillissent les calepins des reporters qui quetaient les appareils photographiques. Je crois bien qu'on a gâché plus de pellicules dans la vallée cet hiver-là que n'importe où ailleurs depuis l'invention de la photographie. Je passe. On envoyait les plus grands correspondants pour nous interviewer, enregistrer nos moindres mouvements et tenter de percer nos prétendus secrets. L'idée d'un trésor enterré depuis des milliers d'années est bien faite aussi pour exciter les imaginations. Donc, issu de la tradition orale, le terme archéologie revêt dès ses premiers emplois un caractère fabuleux, dont la réalité est déformée et amplifiée par l'imagination populaire. Cité pour la première fois dans les pièces majeures de Platon et emprunté au grec ancien archéologia, archéologie désigne les légendes ou histoires de l'Antiquité. En médiation archéologique, il existe toute une matrice de représentation, souvent sollicitée dans sa capacité à susciter l'émerveillement. Entre 1850 et 1950 se développe en France et en Angleterre une littérature d'aventure fantastique. Cette forme de roman populaire, résumée dans les termes d'archéofiction, entre parfaitement en résonance avec le retentissement médiatique des découvertes évoquées en amont dans l'Égypte et se diffuse largement au-delà du cercle littéraire. La mise en scène d'archéologues savants, aventuriers, inventeurs et aussi profanateurs de tombes, chercheurs de trésors, a des répercussions évidentes sur les médiations contemporaines et notamment audiovisuelles. En contexte maritime, l'appel des profondeurs, les mondes extraordinaires, le courage, la solidarité, le don de soi ou l'agir dans l'intérêt commun constituent une batterie de stratégies discursives dont les industries du cinéma et la télévision s'emparent volontiers. Voici quelques extraits de titres de films. En 2021, l'argumentation des prospections instrumentées en eau profonde, depuis une dizaine d'années, et la patrimonialisation massive des eaux territoriales, depuis plus d'un demi-siècle, font de l'archéologue un sauveteur du patrimoine, protecteur de notre héritage culturel avec sa part convenue d'héroïsme. Je vous propose désormais de procéder à l'écoute et au visionnage d'extraits de séquences filmées qui traitent d'archéologie sous les eaux, sans aucune prétention à l'exhaustivité et en puisant de façon non systématique dans les programmes télévisés et sur Internet. J'ai choisi de me concentrer sur deux types d'objets audiovisuels. Le premier s'inscrit dans une démarche institutionnelle et collective de médiation par la réalisation de films documentaires, et le second résulte d'un acte individuel qui consiste à mettre en ligne des séquences filmées par les chercheurs eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'analyser ces objets audiovisuels avec une méthode vraiment définie, et il ne s'agit pas non plus de valider ou d'invalider le choix des images, de musique ou le design sonore, mais plutôt d'en formuler les qualités et les limites en portant une attention particulière sur la combinaison audio-visuelle et les influences réciproques du son et de l'image. Donc j'ai regroupé 3 extraits sonores en un seul montage d'une durée totale de 47 secondes et j'ai volontairement enlevé le son pour mieux nous concentrer sur l'image.
was based aboard some of the most advanced survey vessels in the world. Covering thousands of square kilometres in 3 years, a multi-skilled international team set out to explore the history of the Black Sea. Donc, dans chacun des deux extraits, la musique est très présente et relativement forte. De cette musique se dégage un état d'exaltation entre lyrisme, épopée et drame. On repère des similitudes au niveau des structures temporelles, avec des motifs rythmiques binaires qui se répètent en boucle, et également des similitudes au niveau des structures mélodiques, basées sur un mode mineur, enfin souvent mineur, construit sur une progression qui monte en tension à la fin de chaque phrasé mélodique et qui module sur les reprises. Quant au bruit, ils sont plus discrets et se superposent à la musique. Dans le premier extrait, nous percevons des bruits qui pourraient être des sons de machines, de lasers, de circuits électriques, de tuyauterie. On ne sait pas très bien définir en fait ni la consistance ni la provenance. Dans le deuxième extrait, nous entendons un bruit de foule lointaine, une voix amplifiée et des sirènes sur lesquelles se pose la voix narrative. J'aurais aimé vous proposer de regarder l'image sans le son, mais pour des questions de temps, on va regarder directement avec le son. Voilà. Archaeology project was based aboard some of the most advanced survey vessels in the world. Covering thousands of square kilometres in 3 years, a multi-skilled international team set out to explore the history of the Black Sea. Voilà, donc dans le premier extrait se superpose sur un fond nuancé de bleu, au gris, des quadrillages, des chiffres, des cercles, des rayons de lumière, des traits horizontaux, toutes sortes de graphiques. On perçoit en filigrane une carte du monde, puis l'image d'un objet massif dont l'identification reste assez difficile. La scène est encadrée par 2 règles graduées de chaque côté de l'écran, et les noms des producteurs et le titre blanc-bleuté s'affichent dans un double mouvement de zoom et de traversée de l'écran de gauche à droite. Le rythme du montage est très rapide, avec une alternance de flou, de net et de flash lumineux. Les sons, que ce soit la musique ou les bruits ambiants, participent directement à la scène et semblent en harmonie avec ce qui est montré. Le spectateur est impliqué dans ce qu'il voit par sa propre position de guetteur à l'affût d'une cible. Dans un autre style, donc dans le deuxième extrait, non plus d'image animée mais cette fois-ci filmée, le deuxième extrait enchaîne 8 plans de 3 secondes chacun. Les 5 premiers sont réalisés par des drones, alternant des vues plus ou moins rapprochées de l'énorme navire et toute l'ingénierie nécessaire à l'expédition. Les 6e et 7e plans présentent l'équipe de chercheurs autour d'une table en situation de briefing avec la technique de la caméra portée. Et le dernier plan ouvre sur une cartographie. Nous avons affaire à des éléments sonores qui affichent, au contraire du premier extrait, une indifférence avec la situation en se déroulant de manière automatique. Le mouvement qui découle de la caméra portée, donc des 2 plans sur l'équipe, les membres de l'équipe, cumulé au bruit de la foule et de la sirène, qui n'ont rien à voir avec le visuel, provoque des simulacres de mouvement, d'action et de vie, tout en créant un sentiment d'incertitude ou une sensation de difficulté. Ce qui ressort de ces 2 extraits est que les producteurs veulent surprendre le spectateur par une série de procédés cinématographiques empruntés au blockbuster, donc qui sont des films à grand succès populaire ayant généralement bénéficié d'un gros budget. Suspense, caméra portée, alternance des vues objectives et subjectives,
enchaînement rapide de plans, pour ne citer que les procédés que nous avons détectés dans ces deux courts extraits, le tout sur un fond musical épique qui relève du cliché. L'utilisation d'une musique épique, augmentée de son anapathique, pour reprendre l'expression de Michel Chion, étoffe le visuel d'une charge dramatique et d'une mise en tension. Le second type d'objet audiovisuel que je souhaite examiner rassemble une production de films scientifiques. Pardon, excusez-moi, c'était les références des deux extraits que nous venons de voir. Et donc le second type d'objet audiovisuel rassemble une production de films scientifiques. Par film scientifique, j'entends toutes les images dotées de mouvements résultant de l'action conjuguée de la persistance rétinienne et de l'effet phi, qui sont deux phénomènes psychophysiologiques. Je vous propose de procéder directement à l'écoute et à la vision, et au visuel en même temps. Toujours pareil pour des questions de temps. Voilà. Is he betting one of the Rex to study? Excusez-moi. Je vais essayer de retrouver le deuxième. Donc, dans le premier extrait, nous entendons un souffle sur lequel se superpose une voix lointaine, puis des sons percussifs plus ou moins forts, et à nouveau une voix rapprochée, en langue anglaise en l'occurrence. Dans le deuxième extrait, nous entendons une musique avec un tempo régulier, sur une suite de 3 notes qui se répètent en boucle, et sur lesquelles viennent se greffer différentes harmonies et sections rythmiques également en boucle. Tous ces sons sont synthétiques. Et dans le troisième extrait, nous entendons d'abord une source d'eau qui coule, type fontaine ou rivière, sur laquelle s'insère un motif pianistique qui se répète avec des variations mélodiques et rythmiques. Le volume du bruit diminue à l'arrivée du piano. Dans le premier extrait, nous voyons une souris d'ordinateur qui anime la reconstitution 3D d'une épave dans des mouvements caméra plus ou moins brusques. J'ai pensé au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'une capture d'écran, mais dans les dernières secondes, par un effet de tracking arrière et la vision de l'ordinateur, enfin du logiciel, on prend conscience que c'est une caméra ou un téléphone qui filme un écran. Dans le deuxième extrait, les 2 premiers plans montrent des vestiges à moitié enfouis sous le sable, dans une eau verdâtre, relativement limpide et peuplée de particules blanches. Le troisième plan montre sur un écran sur lequel on aperçoit des vestiges. Et toujours dans ce troisième plan, la caméra effectue un mouvement horizontal qui ouvre sur une pièce sombre dans laquelle se trouvent plusieurs écrans et des individus qui les observent en prononçant des paroles. Ensuite, nous retournons sous l'eau à proximité des vestiges immergés et un dernier plan offre une mise en abîme
par la vue d'un écran de téléphone qui photographie l'écran sur lequel les vestiges sont visibles. Donc, dans le troisième extrait, le titre apparaît en fondu au centre de l'écran. La caméra survole dans un mouvement lent, fluide et régulier, en conservant toujours le même axe d'orientation. Un effet lumineux strie l'image en forme de baguette. Le plan dure environ 7 secondes, puis un fondu au noir. Le plan séquence suivant propose une animation dans laquelle la caméra effectue un certain nombre de mouvements au-dessus d'un objet graphique verdâtre flottant sur un fond noir. 4 personnages blancs, a priori des plongeurs, parce qu'ils ont des bouteilles, donnent une indication d'échelle. Donc le premier extrait est un film intitulé Roman Shipwreck Found and Surveyed by Black Sea Map. Il s'agit de la même expédition en mer Noire que l'un des extraits précédents, mais cette fois-ci la vidéo est présentée sur une chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Rodrigo Pacheco, l'un des chercheurs de l'équipe attablée avec les autres membres de l'opération qu'on voit dans l'extrait précédent. La captation vidéo de l'écran d'ordinateur de ce premier extrait nécessite en réalité 2 personnes. Pendant que l'une tient le téléphone ou la caméra, l'autre manipule la souris. Lequel est Rodrigo? Lequel parle? Sont-ils en réunion de travail ou simplement en entrevue amicale? On ne sait pas. Ça n'a sans doute pas beaucoup d'importance, mais toujours est-il que cette vidéo me questionne. Que veut nous montrer Rodrigo Pacheco quand il publie ce film? À qui s'adresse-t-il? Sans doute à ses pairs, car il utilise dans l'encart descriptif proposé par YouTube sous la vidéo un jargon scientifique que seuls les spécialistes peuvent comprendre. Modèle photogrammétrique, safran de quartier, barre franche, vergue, corps drapé, cadre, conditions anoxiques, et ainsi de suite. Le deuxième extrait est tiré d'un film toujours posté sur la chaîne de YouTube, de Rodrigo Pacheco, et toujours sur l'opération en mer Noire. Ce deuxième extrait se présente clairement comme un clip musical dans lequel sont montrées les conditions de travail des chercheurs et les objets de recherche. Et le troisième extrait, cette fois-ci, est une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Kotaro Yamafune, un archéologue spécialisé dans la création d'images photogrammétriques. N'étant pas archéologue, je me pose quelques questions sur ce que je vois dans cette vidéo, mais cette fois-ci, le texte descriptif, je ne vous l'ai pas mis, mais répond à mes interrogations. On en apprend plus sur l'épave, qui est celle d'un bateau à vapeur des années 1830, pardon, et les objectifs de la création de ce modèle 3D. Donc pour conclure, dans ce type de film, la substance sonore tient une place importante, souvent sous-estimée. Sans parler du premier extrait donc, de cette série, où le son est totalement négligé, les 2 chercheurs youtubeurs dont il est question ici s'ingénient à superposer sur le visuel une musique d'ambiance, nommée easy listening ou corporate dans le milieu institutionnel. Et en contexte de médiation, l'aspect ornemental de cette musique procède par 2 voies complémentaires. D'une part, fuir la nature des profondeurs abyssales, hostile à l'homme par l'obscurité, le manque d'air et le froid, et d'autre part, estomper l'aspect morbide du naufrage. Convoqués d'abord dans le cadre d'une argumentation scientifique, ces objets audiovisuels se transmettent, se conservent, se reproduisent, circulent dans des circuits préétablis, dans et hors institutions. Engagés dans un mouvement perpétuel, ils conservent systématiquement une part de leur état originel, tout en opérant d'importantes transformations adaptées à leur nouveau cadre. Leur reproduction autorise leur dissémination, qui les porte à gagner une indépendance par rapport aux situations dans lesquelles ils ont été créés. La mise en récit de la science associe les discours savants à des discours rhétoriques et des cadres imaginaires existants. Les imaginaires se renouvellent dans des rapports de force symboliques entre différents acteurs qui font appel à des legs culturels, sociaux, stratégiques et politiques. La mise en musique de l'image archéologique contemporaine est supportée par une économie mythique, pour reprendre les termes de Roland Barthes, et c'est parce qu'elle s'adresse à un public populaire qu'elle prend soin de vendre du rêve sans penser aux conséquences. Les vestiges enfouis depuis des siècles ne sont plus tout à fait des vestiges, ce sont des vestiges ornementés, conformés à des modes de consommation dans lesquels la réactualisation des discours préexistants s'ajoute à un usage social des images. Communiquer, au sens d'informer les publics de l'existence ou des avancées d'une recherche, est un devoir pour le chercheur,
Habile amalgame de scientificité, de technicité et d'enchaînement populaire, la médiation scientifique ne s'improvise pas. Or, l'application généralisée d'un modèle de médiation, calqué sur celui des industries du rêve au même titre que n'importe quel produit marchand, respecte-t-elle vraiment l'éthique, la déontologie et l'intégrité scientifique? Permettez-moi d'en douter. Merci pour votre écoute.